en deuxième conférence, Actualité thérapeutique dans la sarcoïdose. Et j'appelle le docteur Diane Bouvry. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci au comité scientifique de m'avoir proposé de parler aujourd'hui des actualités sur le traitement de la sarcoïdose. Alors on passe dans un autre monde, un monde où le curatif n'existe pas. Mais je vais quand même vous présenter les dernières recommandations et les algorithmes pour prendre en charge ces patients. J'ai des liens d'intérêt avec plusieurs laboratoires pharmaceutiques parce que je suis co-investigatrice dans plusieurs essais qui concernent des essais à promotion industrielle qui concernent toujours les thèmes de la fibrose pulmonaire et de la sarcoïdose. Les dernières recommandations concernant la sarcoïdose et la prise en charge thérapeutique de la sarcoïdose datent de 2021. Ce sont des recommandations d'experts qui sont basées sur un consensus et une revue exhaustive de la littérature. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les groupes de travail participaient des patients, notamment parce qu'aux États-Unis, il y a une association de patients, la FSR, qui est très impliquée dans la recherche autour de la sarcoïdose et la place des patients dans la prise en charge de cette maladie. Ces recommandations, elles sont très bien faites. Il y a des algorithmes pour tous les organes atteints de sarcoïdose pour la prise en charge thérapeutique, mais au-delà de ces recommandations très pratiques, elles posent initialement des principes généraux. Quand on a un patient qui a une sarcoïdose, on doit se poser celle de l'indication du traitement, et des indications de traitement, il y en a deux. C'est si l'inflammation granulomateuse est responsable d'une dysfonction d'organes importante ou d'une altération significative de la qualité de vie. Dans les autres cas, on doit se poser la question de ne pas traiter, et ce traitement est toujours à mettre en balance avec les comorbidités du patient, parce que c'est des patients qu'on va traiter longtemps, qui vont avoir des traitements qui vont eux-mêmes engendrer des comorbidités, et donc cette balance est indispensable. Au cours de la sarcoïdose, c'est très bien décrit, il y a une altération de la qualité de vie. Et les patients tunisiens n'échappent pas à cette règle, puisqu'il a été décrit aussi récemment par le service de médecine interne de Tunis, une altération de la qualité de vie mesurée avec le SHQ, qui est un score de qualité de vie spécifique de la sarcoïdose. Une altération de la qualité de vie chez les patients suivis pour sarcoïdose est comparable aux autres études. Sur le diagramme de gauche, vous voyez les résultats d'un auto-questionnaire qui a été administré chez des patients américains. Et quand on demande aux patients qu'est-ce qu'ils attendent du traitement de la sarcoïdose, ce qu'ils attendent, c'est une meilleure qualité de vie et pas forcément une amélioration de la spirométrie. C'est aussi quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit quand on leur propose un traitement. Je vous ai dit, pour choisir un traitement de sarcoïdose, il faut savoir s'il y a une altération importante de l'organe qu'on veut traiter. Ici, on parle de la sarcoïdose pulmonaire et l'examen le plus classique, c'est la fonction respiratoire qui permet de savoir si la maladie est sévère. Même si c'est un examen qu'on utilise tous en pratique courante, il n'y a pas de consensus, et vous le verrez dans les algorithmes qui suivent, sur des valeurs très précises de VEMS, de CV, à partir duquel on doit ou on ne doit pas traiter la sarcoïdose. La mortalité au cours de la sarcoïdose, elle est liée à trois choses principales, et ça, c'est des choses qu'on apprend en étudiant les certificats de décès des patients, que ce soit en France ou aux États-Unis, à la pathologie respiratoire chronique, à la pathologie cardiovasculaire et à la pathologie infectieuse. Il y a plusieurs auteurs dans plusieurs pays différents qui ont essayé sur des cohortes rétrospectives de définir qu'est-ce qui va nous dire chez un patient qui a une sarcoïdose pulmonaire si son pronostic va être favorable ou défavorable. Les différents scores qu'on peut faire, ils tournent toujours autour de la même chose. D'une part, l'extension de la fibrose pulmonaire qu'on peut mesurer sur le scanner thoracique. D'autre part, la fonction respiratoire en utilisant un score qui a été décrit dans les années 90 pour la fibrose pulmonaire, le CPI, qui est une équation qui prend en compte le VEMS, la DLCO et la capacité vitale. L'existence d'une hypertension pulmonaire. Et tous ces facteurs augmentent le risque de morbimortalité liée à la sarcoïdose. Les Anglais, qui ne font jamais rien comme tout le monde, ils nous avaient déjà fait les stades de Scadding. Ils ont inventé, sur une cohorte rétrospective de 660 patients, un algorithme qui permet, vous voyez, de différencier les patients qui ont une sarcoïdose pulmonaire en deux groupes très distincts. Ceux de la courbe du haut qui ont un très bon pronostic et ceux de la courbe du bas qui ont un pronostic mauvais, et ça après un long moment de suivi. Leur algorithme, il est sur la gauche de ma diapositive. Il commence par une évaluation fonctionnelle par le CPI, et puis si celui-ci est bas, c'est-à-dire on ne sait pas trop, la fonction
respiratoire n'est pas si altéré, il s'aide du scanner thoracique en prenant une évaluation très indirecte de l'hypertension pulmonaire qui est le rapport entre le diamètre de l'artère pulmonaire et l'aorte ascendante, ou l'extension de la fibrose sur le scanner thoracique. Et là, ils peuvent différencier chez les patients qui ont une fonction relativement conservée, les patients à bon et mauvais pronostic. Ça, c'est un algorithme qui est très beau pour les études, mais qui n'est pas utilisable en pratique clinique. Mais avoir ça à l'esprit, que ce sont les facteurs déterminants d'un mauvais pronostic, c'est important pour soigner nos patients. Et puis, ce qui grève aussi le pronostic des patients qui ont une sarcoïdose pulmonaire, c'est les comorbidités. Plus on a de comorbidités, moins bon est le pronostic. Il faut toujours avoir aussi à l'esprit que le risque infectieux est plus important au cours de la sarcoïdose, et surtout si elle est traitée. Et enfin, sur le diagramme de gauche, encore un auto-questionnaire administré à des patients néerlandais quand on leur demande eux ce qu'ils pensent de leur traitement, que ce soit le méthotrexate ou la prednisone, mais ils trouvent que c'est des traitements qui leur donnent beaucoup d'effets indésirables et des comorbidités. Et c'est aussi quelque chose dont on doit tenir compte. Là, voici la liste des molécules qui sont proposées pour traiter la sarcoïdose pulmonaire. Alors, il n'y a aucun traitement qu'à l'AMM pour soigner la sarcoïdose. C'est des recommandations de bonne pratique, des recommandations d'experts. Il y a quelques essais randomisés contrôlés. Les molécules, on a l'habitude de les classer en 3 groupes, les traitements de première, seconde et troisième ligne. Le but du traitement, ce n'est pas un traitement curatif, mais c'est un traitement suspensif qui permet de contrôler et d'arrêter l'inflammation granulomateuse. Et si on arrête le traitement, la règle, c'est que les rechutes sont très fréquentes. L'intérêt du contrôle de la granulomatose, de l'inflammation granulomateuse, c'est que physiopathologiquement, il y a un continuum entre l'inflammation granulomateuse et le développement d'une fibrose d'organes qui va altérer de façon définitive le fonctionnement de cet organe, notamment le poumon, mais ça peut être le cœur ou l'œil, par exemple. Dans les traitements de première ligne, il y a la prednisone, et pour l'instant, ça reste le traitement de première ligne dans les recommandations. Les traitements de seconde ligne, ce sont les immunosuppresseurs, et principalement le méthotrexate et l'azatioprine, mais le léflunomide et le mycophénolate mofétyl peuvent aussi avoir un intérêt. Et les traitements de troisième ligne, ce sont les anti-TNF par biothérapie ciblée, principalement l'infliximab, et l'adalimumab peut également être proposé. Puis vous voyez, je vous ai dit, il y a 3 lignes, mais il y a 4 couleurs sur ma diapositive. Il y en a un que j'ai marqué en grisé. Celui que j'ai mis un peu en grisé, c'est l'hydroxychloroquine. De façon formelle, l'hydroxychloroquine, c'est considéré comme un traitement de seconde ligne. Mais ça n'a quand même pas les effets indésirables liés aux immunosuppresseurs. Et c'est pour ça qu'en pratique courante, c'est un traitement qui peut être utilisé en plus de leur corticothérapie pour essayer de diminuer la dose, seuil notamment, ou bien chez les patients les moins sévères qui ont quand même des formes très étendues et qu'on souhaite soigner. La place de l'hydroxychloroquine, elle n'est pas complètement définie. Et il y a un essai en cours dans le service actuellement qui compare la corticothérapie à une forte dose versus une corticothérapie à faible dose associée à l'hydroxychloroquine en espérant que cela permette une épargne d'emblée et une amélioration aussi importante de la fonction respiratoire chez les patients atteints de sarcoïdose pulmonaire. En vie réelle, là sur une base de données américaine, on s'aperçoit que les patients qui ont une sarcoïdose pulmonaire, ils sont souvent traités. Probablement un peu plus aux États-Unis qu'ailleurs, mais ils sont souvent traités. Plus de 40% d'entre eux sont traités après le diagnostic, dans la première année qui suit le diagnostic. Ils reçoivent quasiment toujours de la corticothérapie dans 90% des cas. Dans un quart des cas, ils reçoivent du méthotrexate et dans quasiment 10% des cas de l'hydroxychloroquine. Je vous propose 3 patients qui vont nous accompagner pour la fin de ce topo. Un premier patient, très bonne fonction respiratoire, aucun retentissement clinique, un diagnostic posé parce qu'il avait une adénopathie épitrocléenne granulomateuse, une radiographie avec une infiltration et un scanner aussi avec une infiltration parenchymateuse assez étendue. Un deuxième patient, une sarcoïdose avec un retentissement respiratoire important, non seulement clinique puisqu'il était dyspnéique à la marche, une capacité vitale diminuée à 40%, une DLCO diminuée à 30%,
et un patient qui avait déjà un BMI à 30 et une difficulté à avoir une hygiène de vie parfaite. Et un troisième patient qui lui aussi avait une atteinte médiastino-pulmonaire et cutanée relativement sévère puisque la capacité vitale et la DLCO étaient déjà diminuées de moitié et lui des comorbidités bien installées avec un BMI à 35 et un diabète non insulinodépendant. Voici l'algorithme de traitement de la sarcoïdose qui nous propose dans un premier temps en haut de définir le risque de la sarcoïdose chez notre patient. Alors on doit les classer risque bas, risque intermédiaire ou risque élevé avec les indications que je vous ai données précédemment, mais sans nous donner de cut-off précis en termes de fonction respiratoire. Donc c'est à chaque clinicien d'apprécier l'altération de la fonction respiratoire et de la qualité de vie en fonction des comorbidités de son patient et de décider ou non s'il pense qu'il est licite de débuter un traitement. Les lignes de traitement, on en a déjà parlé. Et donc le premier patient qui allait très bien, qui faisait 50 km de vélo par semaine, de la natation tous les jours, il avait une forme chronique, très étendue. Alors on lui a mis de l'hydroxychloroquine et un peu de budesonide parce qu'il toussait. Le second patient qui avait un retentissement majeur sur sa fonction respiratoire, il a été traité par le traitement classique de prednisone. Le troisième patient, on n'a pas fait exactement comme les recommandations, il avait des comorbidités marquées. On ne lui a pas mis de prednisone et on a d'emblée introduit un traitement de méthotrexate. Ce traitement de méthotrexate, il a été difficile à supporter. Et la fonction respiratoire, on n'a pas pu lui mettre de dose maximale au début. Et donc, la fonction respiratoire s'est dégradée, a nécessité des corticothérapies ponctuelles en se disant on va réussir à augmenter la dose, il va mieux tolérer le méthotrexate. Et puis ensuite, comme ça, on fera de l'épargne avant d'éventuellement augmenter le traitement. Alors, est-ce qu'il faut ou non débuter une corticothérapie ou ne pas débuter de traitement chez un patient conçu pour une sarcoïdose? Qu'est-ce qu'on en attend? La corticothérapie, ça permet d'améliorer la clinique à court terme, ça permet d'améliorer les anomalies radiographiques et ça améliore la fonction respiratoire si on a une atteinte parenchymateuse. Il faut savoir quand on débute une corticothérapie que 2 ans après, la moitié des patients sont encore sous traitement. Qu'on n'a pas d'études vraiment précises qui nous permettent de démontrer un vrai intérêt chez les patients qui sont les plus sévères et ni le bénéfice à long terme après l'arrêt de la corticothérapie. La dose, par ailleurs, à laquelle il faut traiter ces patients n'est pas forcément définie. Et sur une étude récente de 2018, il y a un des auteurs qui s'est attaché à essayer de corréler ce qu'on gagnait en capacité vitale à la dose de corticothérapie reçue. Et il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Par contre, il y a un vrai lien entre la dose de corticothérapie reçue et les complications du traitement. Une étude récente de 2023 compare 2 doses de prednisolone chez des patients qui ont une sarcoïdose pulmonaire et qui sont naïfs de traitement. Ce traitement, et c'est probablement un des défauts de cette étude, est donné pendant 6 mois et le critère d'évaluation principal est l'échec et ou la rechute après 18 mois de suivi. Il n'y a pas de différence entre les deux groupes. À 18 mois, il y a autant de patients dans le groupe 20 mg que dans le groupe 40 mg qui ont dû reprendre un traitement ou passer à un traitement de seconde ligne. Concernant les critères de jugement secondaire, c'est également équivalent. Pas d'amélioration de la fatigue, pas de gain plus important en termes de fonction respiratoire, pas d'amélioration de la qualité de vie. En termes d'effets secondaires, ils sont majeurs. 100% des patients ont des effets secondaires avec une prise de poids chez 2/3 des patients, une hypertension artérielle chez 1/4 des patients et un diabète induit chez 10% des patients. De façon intéressante, sur le petit tableau de gauche, vous voyez que la dose cumulée, elle est quasiment identique dans les deux groupes, que ce soit le groupe forte dose ou basse dose, mais c'est peut-être parce que le traitement était court et en raison des nombreuses rechutes, on a dû reprendre le traitement à des doses relativement importantes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important à se souvenir. Quand on arrête le traitement et qu'il y a une rechute, on reprend souvent à un niveau un peu plus important et au final, la dose reçue de corticothérapie est plus importante. Les traitements de deuxième ligne, le traitement de deuxième ligne, c'est le méthotrexate. C'est celui qui est le plus utilisé au cours de la sarcoïdose, c'est celui pour lequel on a le plus de données. Et donc pour notre deuxième patient, on n'a pas fait comme les recommandations. Il a bien répondu à la corticothérapie comme c'était attendu. Il a nettement amélioré sa fonction respiratoire.
mais on pressentait qu'il pouvait avoir des complications de la corticothérapie et c'est arrivé. Il a eu, malgré une diminution rapide de la corticothérapie, un diabète cortico-induit, un syndrome coronarien aigu, il a pris 15 kg de poids, il a eu une splénectomie suite à un accident de la route et on a débuté un traitement d'épargne et par azatioprine. Par azatioprine parce que le patient ne voulait pas d'un traitement hebdomadaire, il pensait qu'il allait l'oublier, donc on lui a proposé un traitement quotidien. Alors est-ce qu'il faut prendre du méthotrexate ou est-ce qu'il faut prendre de l'azatioprine ? Dans la littérature, il y a deux études rétrospectives qui comparent l'azatioprine et le méthotrexate. Ce qu'on voit dans ces deux études, c'est qu'il y a un peu plus de complications infectieuses avec l'azatioprine. La toxicité digestive et hépatique est la même. Et concernant l'efficacité, il y a une étude rétrospective qui dit que ces deux traitements ont la même efficacité en termes d'épargne cortisonique et en termes de gains sur la fonction respiratoire. Mais le traitement de deuxième ligne de choix dans la sarcoïdose pulmonaire, c'est le méthotrexate, qui a montré une épargne cortisonique dans un essai randomisé contrôlé, une bonne efficacité sur la sarcoïdose pulmonaire, mais son délai d'action est long, donc il faut l'évaluer après 6 mois. La toxicité est rarement sévère sous réserve d'une surveillance très régulière et il ne faut pas l'utiliser pendant les 3 mois précédant la conception chez l'homme, ni chez la femme, pas pendant la grossesse ni l'allaitement à cause d'un risque tératogène. En janvier 2025, le Centre de référence sur les agents tératogènes a publié une nouvelle notice qui dit « Le traitement paternel par méthotrexate peut être poursuivi chez un patient qui désire concevoir ». Ils disent qu'ils ont une expérience sur 1000 grossesses qui ont été faites alors que le père était traité par méthotrexate sans augmentation du risque tératogène. Ils considèrent que ces données sont suffisantes pour autoriser la conception chez les pères qui seraient traités par méthotrexate. J'ai pas encore eu l'occasion de le proposer à un de mes patients. Est-ce que la corticothérapie, c'est le seul traitement de première ligne ? Pour l'instant, oui. Mais une étude récente publiée en mai dernier, c'est rare qu'il y ait des essais randomisés contrôlés au cours de la sarcoïdose, compare en première intention chez des patients qui ont une sarcoïdose pulmonaire non traitée, le méthotrexate versus la prednisone. Le critère de jugement principal, c'est la variation de fonction respiratoire entre l'inclusion du patient et le 6e mois de traitement. Le schéma thérapeutique était le suivant, prednisone donné à la posologie assez élevée de 40 mg par jour avec une diminution jusqu'à 10 mg au 4e mois, et le méthotrexate était donné péros à la dose initiale de 15 mg et augmenté en cas de bonne tolérance. Les patients avaient dans la majorité des cas une sarcoïdose médiastino-pulmonaire, une altération de la fonction respiratoire avec une CV aux alentours de 80% et une DLCO aux alentours de 70%. Et ces deux traitements sont équivalents. À 6 mois de traitement, on a le même gain en termes de fonction respiratoire chez les patients qui ont reçu la prednisone et chez ceux qui ont reçu le méthotrexate. Vous voyez les deux courbes et on voit bien que le méthotrexate, même s'il arrive à un gain de fonction respiratoire équivalent, son délai d'action est plus long, alors qu'avec la corticothérapie, on récupère rapidement la fonction respiratoire. Sur les critères secondaires, notamment sur la qualité de vie et sur la fatigue, c'est également équivalent entre les deux traitements. Les effets indésirables, ils sont également importants et sans surprise. Dans le groupe prednisone, une prise de poids, un faciès glucinoïde, des troubles du sommeil et de l'humeur, et dans le groupe méthotrexate, des perturbations du bilan hépatique, des infections respiratoires et des troubles gastro-intestinaux. Il y a 3 malades qui ont dû arrêter le méthotrexate en raison de complications sévères. Cette étude, elle montre que le méthotrexate peut être une alternative à la prednisone en première ligne de traitement. Elle confirme les risques associés au traitement et notamment à la cortisone. Ce à quoi elle ne répond pas, c'est la toxicité à long terme des traitements et notamment immunosuppresseurs avec le métaux et sur la comparaison à long terme concernant le risque de rechute ou la préservation de la fonction respiratoire. Notre 3e patient, celui à qui on n'a pas mis de cortisone parce qu'il avait des comorbidités initiales très importantes, il n'a pas répondu au méthotrexate. Il persiste non seulement une fonction respiratoire qui reste basse, voire se dégrade un petit peu, et puis vous voyez sur ces masses périhilaires, sur le TEP scanner, sur l'image de droite, une activité très importante de la maladie. On a considéré qu'on était en échec du méthotrexate et on a ajouté de l'infliximab en poursuivant le méthotrexate à une dose inférieure.
c'est les traitements de troisième ligne. Ce sont des biothérapies ciblées anti-TNF. Il faut savoir que l'action des immunodumétaux et des corticoïdes, il y a aussi en partie une action anti-TNF, mais qui n'est pas ciblée. L'infliximab, il est utilisé dans la sarcoïdose depuis le début des années 2000. Il y a un essai randomisé contrôlé qui montre que c'est un traitement qui marche, qui permet une bonne réponse, notamment une réponse métabolique, et que si on a un TEP scanner qui fixe, c'est prédictif d'une bonne réponse. L'effet sur la fonction respiratoire est modeste, mais il existe. Il permet en tout cas de la stabiliser. Mais bien entendu, il a également des complications infectieuses qu'il faut dépister et surveiller. On peut utiliser les biosimilaires au cours de la sarcoïdose, c'est également efficace. Il y a quelques cas décrits de nécessité de retour au traitement princeps pour des problèmes d'échec. Et on peut également utiliser l'adalimumab qui permet d'avoir une forme sous-cutanée ou en cas d'échec de l'infliximab. C'est bien décrit dans les atteintes cutanées. Ce n'est pas étudié dans les atteintes pulmonaires, mais on considère habituellement qu'on peut l'utiliser si on en a besoin. Par contre, d'autres traitements dont le mécanisme est également anti-TNF, comme l'étanercept ou le golimumab, ont été essayés dans des essais randomisés contrôlés et ne sont pas efficaces sur l'atteinte pulmonaire. En conclusion, les indications de la sarcoïdose, c'est l'altération de la qualité de vie ou l'altération d'une fonction d'organe, et on doit toujours peser leur indication en fonction des comorbidités du patient. La prednisone, ça reste le traitement de première ligne de la sarcoïdose, mais avec des doses pour la sarcoïdose pulmonaire qui sont un peu inférieures à celles qu'on utilisait auparavant. Et dans les recommandations, la dose qui est proposée, c'est celle de 20 mg avec une diminution rapide à 10 mg. Le méthotrexate peut être proposé en première ligne et de façon certaine pour faire une épargne cortisonique lorsque la dose seuil est supérieure à 10 mg, mais également si des complications apparaissent. Et si on est en échec, on peut proposer les anti-TNF alpha. Je ne reviens pas sur la sarcoïdose fibrosante qui doit être prise en charge comme tout patient insuffisant respiratoire chronique, notamment par rapport à la prévention des infections. Et puis commencent à arriver les traitements de quatrième ligne pour lesquels c'est que des expériences sur des petites séries comme les inhibiteurs de JAK, les inhibiteurs de mTOR, l'efzofitimod, que je n'arrive jamais à prononcer, qui est un traitement qui cible particulièrement les macrophages au cours de la sarcoïdose. Et puis dans les derniers essais sur les fibroses pulmonaires progressives, il y avait des patients qui avaient une sarcoïdose. Et donc, ils font partie de ce grand groupe de patients de fibrose pulmonaire progressive, et les antifibrosants ont été également essayés chez ces patients dans le cadre de ces grands essais qui regroupaient un grand fourre-tout de patients. Il n'y a pas de données de sous-groupe parce que c'est très peu de patients qui peuvent dire si c'est efficace au cours de la sarcoïdose fibrosante. Et puis la dernière question qu'on doit se poser chez nos patients, la sarcoïdose, c'est une réaction inflammatoire granulomateuse exagérée à un antigène inhalé. En cas de sarcoïdose persistante, très active, résistante au traitement, on peut quand même se poser la question de la place de l'environnement et de la persistance d'un environnement délétère dans le maintien de l'activité de la maladie. Ça peut être un environnement des toxiques inhalés, mais ça peut être également un environnement professionnel, des poussières de métal, des poussières de bois ou les pesticides qui ont été plus particulièrement décrits comme plus fréquents chez les patients qui ont une sarcoïdose. Que sont-ils devenus? Le premier patient qui allait très bien va toujours très bien. Il est passé de 90% à 75% de DLCO, mais il fait toujours autant de kilomètres de vélo et toujours autant de natation. On a discuté ensemble d'arrêter l'hydroxychloroquine, il n'est pas pour, alors je lui ai represcrit. Le deuxième patient, à qui on avait donné un traitement d'épargne par azatioprine, on a pu arrêter définitivement la prednisone et puis arrêter l'azatioprine depuis maintenant 2 ans, et pour l'instant il n'a pas de rechute. Et le troisième patient qui a nécessité un traitement par infliximab, celui-ci a été prolongé pendant plusieurs années. On a pu l'arrêter aussi depuis 2 ans. Il est actuellement sous méthotrexate à une dose habituelle de 15 mg. Je vous remercie de votre attention. Merci Diane pour cette excellente présentation. La parole est à la salle. Merci beaucoup Diane pour cette excellente présentation. J'ai une petite question pratique. Dans l'article que tu as présenté du New England méthotrexate versus corticoïdes,
on voit tout de même que les posologies donc, de méthotrexate utilisées sont quand même beaucoup plus importantes que celles qu'on a parfois tendance à utiliser, où on est entre 10 et 15, et là, ça pouvait monter jusqu'à 25. Ouais. Donc, par rapport à ta forte expertise de tout cela, qu'est-ce que tu en penses? Et moi, je travaille dans un autre service chez Jacques Cadranel. Il nous arrive pour d'autres pathologies de doser le méthotrexate. Est-ce que parfois tu fais des dosages de méthotrexate circulants, et est-ce que tu te réfères à des valeurs pour te donner des bornes d'efficacité et de non-toxicité du traitement? Merci pour cette question. Donc ça, c'est les Néerlandais, ils font toujours ça, ils mettent le méthotrexate à une dose assez basse et après ils le montent en fonction de la tolérance. Finalement, la dose moyenne reçue pendant l'essai, c'est 20 mg. Dans les recommandations, la dose qui est proposée, c'est 15 mg. Donc c'est vrai que 15, c'est la dose qui est usuellement proposée au cours de la sarcoïdose pulmonaire. Ensuite, la deuxième question, c'était par rapport au dosage éventuel du méthotrexate. On ne le fait pas. On n'a pas l'habitude de le faire, sauf si on a un échec du traitement. On a eu un patient qui avait une chirurgie bariatrique, qui avait des problèmes d'absorption. Et donc ça nous avait été bien utile. Mais sinon, on ne le fait pas habituellement. Par contre, c'est vrai que la recherche de la dose minimale efficace, elle va se baser sur la définition d'une réponse. Qu'est-ce qu'on veut comme réponse ? Et puis après, tout de suite, la diminution pour arriver à une dose de maintien, une diminution qui va se faire tous les 3 mois. Nous, ce dont on aime bien utiliser, si c'est possible et s'il est élevé, c'est le taux d'enzyme de conversion de l'angiotensine, parce qu'il est en général bien corrélé au risque de rechute, et s'il est normal, on peut diminuer tranquillement jusqu'à ce qu'il commence à réaugmenter. Alors, j'ai 2 petites questions. Merci pour la présentation. Par rapport aux formes graves de la sarcoïdose, essentiellement l'atteinte cardiaque, est-ce que vous proposez d'emblée les immunosuppresseurs avec les corticoïdes? Et puis, pour la deuxième question, c'est pour les formes fibrosantes d'emblée. Est-ce que, sur le plan pratique, vous avez recours au dosage des marqueurs d'activité, l'enzyme de conversion, le récepteur sérique de l'interleukine 2, ou même des PET, pour voir un peu l'activité, degré d'activité, pour pouvoir proposer un traitement anti-inflammatoire dans ces formes fibrosantes? Donc pour la sarcoïdose fibrosante, effectivement, c'est très important, vous avez raison, d'évaluer l'activité au moment de décider du traitement. Nous, on n'a pas de dosage du récepteur soluble de l'IL-2 en pratique, donc on fait le taux de CA, mais qui n'est pas toujours élevé chez les patients, et on a recours très très facilement au TEP scanner avant la mise en place du traitement pour évaluer la réponse, et puis ensuite, on essaye de ne pas trop en faire souvent parce que c'est très irradiant, mais au moins un pré-thérapeutique, un pour évaluer la réponse. Après, on diminue la dose et on essaye de voir le TEP scanner au cours de la sarcoïdose pulmonaire fibrosante. S'il est encore positif, c'est très très à risque c'est très lié à la rechute. Et la deuxième question sur la sarcoïdose cardiaque, il y a plusieurs écoles. On n'est pas forcément obligé de mettre un immunosuppresseur au cours de la sarcoïdose cardiaque. S'il y a des comorbidités associées, il faut le mettre d'emblée. Si elle est sévère, il faut le mettre d'emblée. Le traitement de choix, c'est le méthotrexate. Merci pour la présentation. Bon, actuellement, il est bien admis par rapport aux doses, du moins en termes de consensus par rapport à la corticothérapie, on est plutôt à 20 mg, donc à des doses plus faibles par rapport à ce qu'on donnait avant. Donc ça, c'est le premier constat. Vous avez bien rapporté. Donc je reviens, moi, différemment, sur l'article publié au New Journal of Medicine de 2025. Moi, je trouve que c'était plutôt les doses de corticoïdes données qui étaient élevées à 40 mg. Et ce qu'on a comparé à la fin, c'était l'efficacité et l'effet secondaire. Moi, je dirais, je vais être un peu le défenseur des corticoïdes, moi, je dirais à dose habituellement données, enfin les doses qu'on donne actuellement, peut-être les résultats auraient basculé vers le bras prednisone. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que vous avez raison. Les corticoïdes, je pense que c'est un essai qui a été conçu. Les Néerlandais, ils sont très pro-méthotrexate, donc ils avaient déjà publié plein de préétudes, dont une que je vous ai montrée sur le ressenti des patients.
Donc ça a été conçu avant et je pense que c'est pour ça que la dose est aussi importante. Il voulait peut-être aussi pas être taxé. On sait que dans la sarcoïdose, plus on met une dose élevée, plus on va avoir une réponse. Donc il ne voulait pas être taxé d'avoir mis une dose trop basse et que ça fausse les résultats. La corticothérapie, si c'est bien monitoré, qu'on arrive rapidement à baisser à des petites doses, finalement, 5 mg de prédnisone au long cours, c'est un idéal et on sait qu'à long terme, normalement, les conséquences sur l'os, sur la tension, etc. sont peu importantes. Maintenant, chez les patients très comorbides, le méthotrexate, ça peut quand même avoir un intérêt. Diane, je pourrais te poser une question concernant justement la corticothérapie. Les médecins internistes font différemment des pneumologues. Nous, on a tendance, au bout de 6 mois, 5 mg, on voit la qualité de vie, les phénomènes inflammatoires, le ressenti, et on arrête. D'après vous, est-ce que ça ne serait pas intéressant de faire comme eux, d'aller aux très petites doses pendant un peu plus longtemps pour justement éviter les phénomènes de rebond? Cette tendance à arrêter tout de suite fait qu'on a des rebonds quelquefois beaucoup plus importants. Oui, c'est vraiment ça, et ces rebonds importants, en fait, ça augmente la dose cumulée que le patient reçoit parce qu'à chaque fois, on reprend une dose un peu plus importante. Dans les nouvelles recommandations, la durée de traitement minimale qui est proposée, c'est 1 an, ce qui est probablement un peu insuffisant au cours des sarcoïdoses chroniques. Et les marqueurs d'inflammation, le taux d'enzyme de conversion, ça peut aider. Si ça reste élevé, il faut mieux rester avec une petite dose et ne pas arrêter trop vite les traitements. Et effectivement, dans la sarcoïdose chronique, on manque d'études sur le très long cours, mais les traitements prolongés, en pratique, c'est sûrement mieux parce que c'est une maladie qui rechute plus d'une fois sur 2. Merci encore, Diane. Et je passe la parole